Les éditions Sixth Street présentent La conquête de Plassans d'Émile Zola, interprété par Éric Herson-Macarel. Désirée battit des mains. C'était une enfant de 14 ans, forte pour son âge, et qui avait un rire de petite fille de 5 ans. « Maman, maman !» cria-t-elle, « vois ma poupée !» Elle avait pris à sa mère un chiffon dont elle travaillait depuis un quart d'heure à faire une poupée, en le roulant et en l'étranglant par un bout à l'aide d'un brin de fil. Marthe leva les yeux du bas qu'elle raccommodait avec des délicatesses de broderie. Elle sourit à Désirée. « C'est un poupon, ça, dit-elle. Tiens, fais une poupée. Tu sais, il faut qu'elle ait une jupe, comme une dame. » Elle lui donna une rognure d'indienne qu'elle trouva dans sa table à ouvrage, puis elle se remit à son bas, soigneusement. Elles étaient toutes deux assises à un bout de l'étroite terrasse, la fille sur un tabouret au pied de la mer. Le soleil couchant, un soleil de septembre, chaud encore, les baignait d'une lumière tranquille, tandis que devant elle, le jardin, déjà dans une ombre grise, s'endormait. Pas un bruit au dehors ne montait de ce coin désert de la ville. Cependant, elles travaillèrent 10 grandes minutes en silence. Désirée se donnait une peine infinie pour faire une jupe à sa poupée. Par moments, Marthe levait la tête, regardait l'enfant avec une tendresse un peu triste. Comme elle la voyait très embarrassée, « Attends, reprit-elle, je vais lui mettre les bras, moi. » Elle prenait la poupée lorsque 2 grands garçons de 17 et 18 ans descendirent le perron. Ils vinrent embrasser Marthe. « Ne nous gronde pas, maman, » dit gaiement Octave. « C'est moi qui ai mené Serge à la musique. Il y avait un monde sur le cours Sauvert. »« Je vous ai cru retenu au collège, » murmura la mère. « Sans cela, j'aurais été bien inquiète. » Mais Désirée, sans plus songer à la poupée, s'était jetée au cou de Serge, en lui criant « J'ai un oiseau qui s'est envolé, le bleu, celui dont tu m'avais fait cadeau. » Elle avait une grosse envie de pleurer. Sa mère, qui croyait ce chagrin oublié, eut beau lui montrer la poupée, elle tenait le bras de son frère, elle répétait en l'entraînant vers le jardin « Viens voir !» Serge, avec sa douceur complaisante, la suivit, cherchant à la consoler. Elle le conduisit à une petite serre, devant laquelle se trouvait une cage posée sur un pied. Là, elle lui expliqua que l'oiseau s'était sauvé au moment où elle avait ouvert la porte pour l'empêcher de se battre avec un autre. « Pardi, ce n'est pas étonnant !» cria Octave, qui s'était assis sur la rampe de la terrasse. « Elle est toujours à les toucher. Elle regarde comment ils sont faits et ce qu'ils ont dans le gosier pour chanter. L'autre jour, elle les a promenés tout un après-midi dans ses poches afin qu'ils aient bien chaud. »« Octave, » dit Marthe d'un ton de reproche, « ne la tourmente pas, la pauvre enfant. » Désirée n'avait pas entendu. Elle racontait à Serge, avec de longs détails, de quelle façon l'oiseau s'était envolé. « Vois-tu, il a glissé comme ça, il est allé se poser à côté, sur le grand poirier de Monsieur Rastoil. De là, il a sauté sur le prunier, au fond, puis il a repassé sur ma tête, et il est entré dans les grands arbres de la sous-préfecture, où je ne l'ai plus vu, non, plus du tout. » Des larmes parurent au bord de ses yeux. « Il reviendra peut-être, » hasarda Serge. « Tu crois ? J'ai envie de mettre les autres dans une boîte et de laisser la cage ouverte toute la nuit. » Octave ne put s'empêcher de rire, mais Marthe rappela Désirée. « Viens donc voir, viens donc voir. » Et elle lui présenta la poupée. La poupée était superbe. Elle avait une jupe roide, une tête formée d'un tampon d'étoffe, des bras faits d'une lisière cousue aux épaules. Le visage de Désirée s'éclaira d'une joie subite. Elle se rassit sur le tabouret, ne pensant plus à l'oiseau, baisant la poupée, la berçant dans sa main avec une puérilité de gamine. Serge était venu s'accouder près de son frère. Marthe avait repris son bas. « Alors, demanda-t-elle, la musique a joué ?»
Elle joue tous les jeudis, répondit Octave. Tu as tort, maman, de ne pas venir. Toute la ville est là. Les demoiselles Rastoil, madame de Condamine, monsieur Paloc, la femme et la fille du maire. Pourquoi ne viens-tu pas? Marthe ne leva pas les yeux. Elle murmura en achevant une reprise. Vous savez bien, mes enfants, que je n'aime pas sortir. Je suis si tranquille ici. Puis il faut que quelqu'un reste avec Désiré. Octave ouvrait les lèvres, mais il regarda sa sœur et se tut. Il demeura là, sifflant doucement, levant les yeux sur les arbres de la préfecture, pleins du tapage des pierrots qui se couchaient, examinant les poiriers de M. Rastoil, derrière lesquels descendait le soleil. Serge avait sorti de sa poche un livre qu'il lisait attentivement. Il y eut un silence recueilli, chaud d'une tendresse muette, dans la bonne lumière jaune qui pâlissait peu à peu sur la terrasse. Marthe, couvant du regard ses 3 enfants au milieu de cette paix du soir, tirait de grandes aiguillées régulières. « Tout le monde est donc en retard aujourd'hui, » reprit-elle au bout d'un instant. « Il est près de 6 heures, et votre père ne rentre pas. Je crois qu'il est allé du côté des Tulettes. »« Ah bien, dit Octave, ce n'est pas étonnant alors. Les paysans des Tulettes ne le lâchent plus quand ils le tiennent. Est-ce pour un achat de vin ? » ?»« Je l'ignore, » répondit Marthe. « Vous savez qu'il n'aime pas à parler de ses affaires. » Un silence se fit de nouveau. Dans la salle à manger, dont la fenêtre était grande ouverte sur la terrasse, la vieille Rose, depuis un moment, mettait le couvert, avec des bruits irrités de vaisselle et d'argenterie. Elle paraissait de fort méchante humeur, bousculant les meubles, grommelant des paroles entrecoupées. Puis elle alla se planter à la porte de la rue, allongeant le cou, regardant au loin la place de la sous-préfecture. Après quelques minutes d'attente, elle vint sur le perron, criant « Alors, monsieur Mouret ne rentrera pas dîner ?»« Si, Rose, attendez, » répondit Marthe paisiblement. « C'est que tout brûle. Il n'y a pas de bon sens. Quand monsieur fait de ces tours-là, il devrait bien prévenir. Moi, ça m'est égal, après tout. Le dîner ne sera pas mangeable. »« Tu crois, Rose ?» dit derrière elle une voix tranquille. « Nous le mangerons tout de même, ton dîner. » C'était Mouret qui rentrait. Rose se tourna, regarda son maître en face, comme sur le point d'éclater, mais devant le calme absolu de ce visage où perçait une pointe de goguenarderie bourgeoise, elle ne trouva pas une parole. Elle s'en alla. Mouret descendit sur la terrasse, où il piétina sans s'asseoir. Il se contenta de donner du bout des doigts une petite tape sur la joue de Désiré qui lui sourit. Marthe avait levé les yeux, puis, après avoir regardé son mari, elle s'était mise à ranger son ouvrage dans sa table. « Vous n'êtes pas fatigué ?» demanda Octave, qui regardait les souliers de son père, blancs de poussière. « Si, un peu, » répondit Mouret, sans parler autrement de la longue course qu'il venait de faire à pied. Mais il aperçut, au milieu du jardin, une bêche et un râteau que les enfants avaient dû oublier là. « Pourquoi ne rentre-t-on pas les outils ?» s'écria-t-il. « Je l'ai dit 100 fois. S'il venait à pleuvoir, il serait rouillé. » Il ne se fâcha pas davantage. Il descendit dans le jardin, alla lui-même chercher la bêche et le râteau qu'il revint accrocher soigneusement au fond de la petite serre. En remontant sur la terrasse, il furetait des yeux dans tous les coins des allées pour voir si chaque chose était bien en ordre. « Tu apprends tes leçons, toi ?» demanda-t-il en passant à côté de Serge, qui n'avait pas quitté son livre. « Non, mon père, » répondit l'enfant. « C'est un livre que l'abbé Bourrette m'a prêté, La relation des missions en Chine. » Mouret s'arrêta net devant sa femme. « À propos, reprit-il, il n'est venu personne ?»« Non, personne, mon ami, » dit Marthe d'un air surpris. Il allait continuer, mais il parut se raviser. Il piétina encore un instant sans rien dire, puis, s'avançant vers le perron, « Eh bien, Rose, et ce dîner qui brûlait ?»« Pardi !» cria du fond du corridor la voix furieuse de la cuisinière. « Il n'y a plus rien de prêt maintenant, tout est froid. Vous attendrez, monsieur. » Mouret eut un rire silencieux. Il cligna l'œil gauche en regardant sa femme et ses enfants. La colère de Rose semblait l'amuser fort.
Il s'absorba ensuite dans le spectacle des arbres fruitiers de son voisin. « C'est surprenant, murmura-t-il. Monsieur Rastoil a des poires magnifiques cette année.